Bonsoir Antoine Wittkin. Bonsoir Mélanie. Vous êtes journaliste, réalisateur et vous nous racontez La vengeance de Poutine. C'est le titre du documentaire qu'on va pouvoir voir ce dimanche sur France 5. Ça sera juste avant 21h, à 20h55. Vous dressez un portrait psychologique saisissant de Vladimir Poutine. Vous avez commencé d'ailleurs votre enquête il y a plusieurs années, presque 10 ans. Vous l'avez donc observé pendant toutes ces années-là. Est-ce qu'on peut dire finalement que tous les ingrédients de ce qu'il se passe aujourd'hui étaient déjà présents ? Bon alors, disons que l'histoire est toujours imprévisible, sinon ce serait trop simple. Toujours facile de relire a posteriori. Oui, c'est ça. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un certain nombre d'éléments qui étaient présents dès le départ. Je vais vous dire, il y en a même un qui était présent dès le premier jour. Vladimir Poutine arrive au pouvoir par la guerre en Tchétchénie, où il écrase Grozny sous les bombes. Il commet d'ailleurs des faux attentats à Moscou pour justifier sa guerre. Donc, dès le début, on a sa une sorte de mode d'emploi. Un mode d'emploi, une logique de violence. Et après, effectivement, vous avez raison, au cours de ces 20 années au pouvoir et des 10 ans que j'ai observé plus précisément, parce que je pense qu'il y a vraiment une séquence d'une décennie de radicalisation, puisqu'il y a eu des allers-retours, la relation avec l'Occident était plus apaisée. Elle semblait l'être. Elle semblait l'être, en tout cas, mais... Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une radicalisation, mais il y a aussi un discours constant. Et ce discours constant, il l'a annoncé, la chute de l'Union soviétique est une catastrophe. Il y a ce désir de renouer avec la puissance perdue du temps de l'Union soviétique. Il y a aussi son rapport assez particulier avec l'Ukraine. L'Ukraine est pour lui une obsession depuis 10 ans. Et d'ailleurs, il y a un passage stupéfiant dans le documentaire que vous avez retrouvé, un passage où il est interviewé lors d'une longue séquence, d'une longue interview télévisée, et il dit très clairement il va y avoir une fusion de la Russie avec l'Ukraine. Il le dit en fait. Oui, j'étais assez surpris de retrouver ça parce que il a cette obsession pour l'Ukraine, il a annexé la Crimée, il a envahi par groupe séparatiste interposé le Donbass en 2014. Donc il y avait déjà ça, parce que l'Ukraine, pour lui, est une sorte de zone grise entre l'OTAN, la zone d'influence de l'OTAN, et sa zone d'influence à lui. Et l'Ukraine est à prendre dans son esprit, sachant qu'il n'est pas content du tout parce que les Ukrainiens veulent aller du côté de l'Occident. Et effectivement, il y a cette archive quand même assez saisissante en février 2020, où là, il va plus loin. On n'est plus dans la logique des zones d'influence, de l'OTAN qui avance, etc. Voilà, respectons-nous, il ne faut pas m'humilier, etc. Bon. On est vraiment dans, il faut fusionner la Russie et l'Ukraine, et avec un argument en plus complètement sidérant, qui est, si on fusionnait, on serait un rival global face à l'Europe et aux États-Unis. Ce que vous dites, c'est en gros, ce qu'il dit finalement, il le fait, ou ce qu'il fait, il l'a dit, il a prévenu. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que les menaces de bombes nucléaires sont à prendre au sérieux ? Bon, de toute façon, face à des menaces nucléaires, on n'a pas la liberté de ne pas les prendre au sérieux. Bon, donc il faut les prendre au sérieux. Ce qu'il a dit est assez précis quand même. C'est si vous vous ingérez, si vous vous interposez, je pourrais utiliser l'arme nucléaire. De fait, on s'ingère jusqu'à un certain point. Donc je crois qu'il y a... Il n'y a pas d'armée, d'hommes envoyés. Il n'y a pas d'hommes. Et c'est pour la raison pour laquelle il n'y en a pas. Ouais. Je pense très franchement, entre vous et moi, que s'il n'y avait pas eu ces menaces et cette dissuasion nucléaire, on serait déjà en train de faire respecter une zone d'interdiction aérienne au minimum au-dessus de l'Ukraine. Et ce serait assez simple à faire. L'armée conventionnelle russe ne pèse pas grand-chose par rapport aux armées occidentales. Donc effectivement, cette menace, on doit la prendre au sérieux. Il ne faut pas non plus paniquer, il n'est pas à deux doigts d'appuyer sur le bouton nucléaire. En attendant, on parle de bombes au phosphore, enfin, le président ukrainien accuse Vladimir Poutine d'avoir envoyé déjà des bombes au phosphore. C'est un gaz qui brûle la peau, les organes, les os. Est-ce que c'est une nouvelle phase dans la guerre ? Est-ce qu'il faut craindre l'utilisation d'armes chimiques ? Je précise qu'à la mi-journée, le secrétaire général de l'OTAN a affirmé que la Russie cherchait un prétexte pour les utiliser, ces armes chimiques. Je pense que dans la logique politique et militaire de Poutine, son idée, son illusion de faire tomber l'Ukraine sans coup férir, a échoué. Il en était venu à se dire que les Ukrainiens allaient vouloir l'accueillir avec des drapeaux. Et aujourd'hui, l'armée russe marque le pas. On voit bien qu'elle recule même aux alentours de... Et donc, dans sa logique, il reste effectivement quelque chose qui est de détruire l'Ukraine, d'une manière ou d'une autre. Pour perdu.
Mais pour lui, c'est gagner pour gagner, finalement. S'il détruit l'Ukraine, effectivement, il n'a plus cet ennemi à sa porte qui veut rejoindre le camp occidental et il l'affaiblit durablement. Il démontre finalement aux siens et à l'aile dure de son régime qu'il est allé au bout. Donc détruire, ça ne veut pas dire forcément raser, mais en tout cas, c'est détruire ses infrastructures, c'est détruire des villes, c'est terroriser la population, c'est chasser des gens qui sont hostiles à la Russie pour finalement régner sur effectivement des ruines sans Ukrainiens hostiles. Le risque d'armes chimiques, c'est un crime de guerre. On parle de ligne rouge. Est-ce qu'on a une ligne rouge, nous occidentaux? On voit bien qu'on ne veut pas, on ne souhaite pas intervenir directement, malgré ce que demande le président Zelensky. Est-ce qu'il y a une ligne rouge pour nous? Il n'y en a pas. On n'en a pas. C'est peut-être pas une mauvaise chose parce que le problème des lignes rouges, c'est que quand on en édicte, il faut les faire respecter. On a vu ce qui s'est passé en Syrie. On a vu ce qui s'était passé en Syrie. Donc le fait qu'il n'y en ait pas, c'est une manière de se rendre un peu plus imprévisible, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Poutine est très bon à ce jeu-là, se rendre imprévisible, on ne sait pas ce qu'il va faire. Donc nous, on joue finalement ce jeu-là, il n'y a pas de ligne rouge. La question, c'est qu'est-ce qui se passerait s'il utilisait par exemple des armes chimiques. Je ne suis pas convaincu qu'il le fasse. Il y a quand même une logique de sa part, c'est qu'il veut régner sur un pays détruit. Je pense qu'il y a quand même peut-être une limite à la destruction du pays, qui est quand même qu'il a présenté les Ukrainiens comme une sorte de peuple frère qui aurait vocation à rejoindre une espèce de Russie post-Union soviétique reconstituée. Donc bon, espérons qu'il n'aille pas jusqu'au bout. Honnêtement, je ne sais pas ce que pourrait être la réponse occidentale, je ne sais pas. Alors en attendant, les négociations, c'est l'objectif. Est-ce que ça fait vraiment partie des options de Vladimir Poutine ? La question se pose parce qu'on voit très bien que c'est compliqué de négocier avec quelqu'un qui ment tout le temps. Et dans votre documentaire, c'est flagrant. Il y a un passage où vous arrivez à faire parler Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, et il vous avoue très clairement, le ministre des Affaires étrangères, que c'est très compliqué de négocier avec Vladimir Poutine qui ment tout le temps. Écoutez-le. Le président Macron n'est pas un naïf à l'égard du président Poutine. Il ne croit que ce qu'il va voir. Et donc, concernant la Bélarus, pour l'instant, on n'a pas vu. Même si le président Poutine dit le contraire. Mais il ment. Il ment. Et le président Macron sait qu'il ment. Et je pense que le président Poutine sait que le président Macron sait qu'il ment. Donc c'est un jeu très compliqué. Le président Poutine, il lui arrive lui-même de demander à parler au président Macron. Peut-être qu'il faut garder un fil. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le président Poutine n'a renoncé à aucun de ses buts de guerre. Donc il ment. Tout le monde sait qu'il ment. Il sait que tout le monde sait qu'il ment. Comment est-ce qu'on fait pour négocier ? Je pense qu'avec Vladimir Poutine, il faut de toute façon être dans un rapport de force. C'est le rapport de force. C'est le rapport de force. La négociation, pour lui, c'est un moyen comme un autre de faire la guerre. Il faut que pour nous, on soit dans un rapport de force. Il n'y a que ça qui comprend. Ouais. Les sanctions proposées par l'OTAN et le sommet de l'OTAN aujourd'hui ? Concrètement, les sanctions, peut-être plus fortes, et armer les Ukrainiens. Finalement, les Ukrainiens sont ceux qui se battent. Je pense que tout l'avenir, dans cette équation, tout est entre les mains des Ukrainiens et tout se passera en Ukraine. L'avenir de ce conflit, c'est en Ukraine que ça joue. Donc il faut armer les Ukrainiens. Je pense qu'il n'y a pas d'autre manière que de se faire respecter Vladimir Poutine pour ensuite effectivement aller vers une négociation. Il en faudra peut-être une à un moment, mais en tout cas, il n'y a que ça qu'il comprend et qu'il entend. La force. Merci Antoine Wittkin, merci beaucoup. On retrouve votre documentaire La vengeance de Poutine, c'est dimanche soir à 20h55 sur France 5. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux. Bonne émission.